Konnichiwa sur Momo Cyclo, abonnés, futurs abonnés. Petite salutation en japonais pour rendre un hommage, vous l'avez compris, l'allusion à Shotaro Iribe, coureur pro, auprès duquel, ou plus exactement auprès de l'équipe duquel j'avais acheté mon BMC SLR1 que je vous ai mis dans la communauté en photo. Très jolie machine de 2019 en version disque DI2 et qui équipait l'équipe NTT Pro Cycling, une équipe éphémère dans le World Tour en 2019 et dont j'ai acheté le vélo dans des circonstances un peu compliquées que je vous raconte dans la deuxième partie de cette vidéo. C'est l'occasion de faire un point sur est-ce que c'est intéressant, un bon plan d'acheter dans des équipes pro son vélo. Aujourd'hui, tout est business, vous l'avez compris. Le vélo papa, maman, entre potes, c'est un peu lointain. Alors dès lors que vous touchez à des équipes pro, forcément, leur propre matériel, un sou est un sou. Donc, déjà, vous pouvez vous dire que vous avez affaire globalement à un univers de commercialisation. Miraculeusement, peut-être subsisteront encore le plan du copain qui connaît, qui veut vous sortir le vélo, mais globalement, ça n'existe plus vraiment. De la même manière, quand on vous parle, vous savez encore du mythe du vélo de galerie, le super bon plan du vélo qui n'a pas servi, que tout d'un coup, là, vous allez pouvoir y accéder. Franchement, c'est très difficile à vérifier parce que dans le monde professionnel du cyclisme, vous le voyez sur les épreuves, hein, les gars, d'abord, ils roulent quasiment 7 sur 7, j'ai l'impression de vous dire 24 sur 24. Entre les courses, proprement dit, les entraînements et le home trainer, les vélos sont hyper sollicités. Ok, il y en a 3 ou 4 par coureur, mais quand même. Vous avez déjà été sur des moi, enfin, en tout cas, je l'ai fait cet été sur un paddock World Tour. Les vélos, ils bougent sans arrêt, sans coureur. C'est-à-dire que on les entre, on les sort, on les prépare. Ils vont équiper en amont la prochaine course, c'est-à-dire que vous avez le camion atelier qui stocke la totalité des vélos et ponctuellement vous avez une partie des vélos qui partent parce que vous avez la moitié ou moins tiers de l'équipe qui va aller rouler sur une autre course le lendemain et une autre partie de l'équipe sur une seconde course. Donc ces vélos, ils circulent en permanence. Tout ça pour vous dire que l'activité autour de ce matériel est quand même très intense. Je ne parle pas des chutes, ça a toujours existé, même si ce matériel est bichonné. Il ne faut pas croire que parce que c'est du sponsoring, etc., les vélos ils sont traités non, c'est vraiment un outil de travail respecté. Après, pour ce qui est, donc, encore une fois, vous allez au-devant d'un vendeur, prenez-le comme tel. Il faudrait voir idéalement le matériel pour être sûr que c'est du bon matériel. Deuxième aspect, est-ce que vous êtes seul en tant que particulier à aller chercher ce matériel? Eh bien, de moins en moins. Voilà. C'est devenu aussi la revente des vélos des équipes pro, un business à part entière. Donc, qui dit business dit entreprise qui en font leur spécialité. Vous avez des boîtes qui se sont créées, alors c'est des petites boîtes, mais qui sont focus sur le sujet, Pro Cycling notamment, ancien coureur pro, et puis les boîtes de reconditionnement. Alors les boîtes de reconditionnement, ils attaquent tous les vélos en circulation, à commencer ou notamment les vélos des équipes pro. Donc par exemple, pour celles qu'on connaît de plus près, Altrix, régulièrement, ils ont sur le catalogue du reconditionné ou de la seconde vie des vélos d'équipe pro. Donc eux, ils arrivent avec leur pouvoir d'achat et ils disent, bon ben moi je vous prends tout le matériel, évidemment à un prix très intéressant pour eux, et évidemment ça se négocie, et ils ont cette force d'achat. Donc vous vous retrouvez en tant que particulier un peu troisième roue du carrosse. Alors ok, il va rester quelques équipes, peut-être des teams continentaux qui pourront se séparer de manière un peu en proximité, parce que certes il y a beaucoup d'équipes dans le World Tour, et premier niveau, team pro, même team continental, il y a des centaines voire des milliers de vélos. Mais nous, bon, français, on ne va pas aller au-delà éventuellement du Luxembourg, ou peut-être si vous êtes un peu à la frontière avec l'Italie,
mais on va pas faire tour d'Europe pour des équipes pour aller chercher notre vélo. Donc finalement, notre bassin de recherche francophone, il va se limiter à 2-3 équipes pro, quelques équipes continentales. Ça ne va pas chercher loin en potentiel. Vous voyez, une fois en plus que vous éliminez les contraintes de taille euh, liées évidemment à la géométrie du matériel. Donc finalement, tout seul, ça va être compliqué d'accéder à ces matériels. On va passer en deuxième rideau. Et puis après, vous pouvez les acheter du coup chez les reconditionneurs. Je vous renvoie à ma vidéo sur le prix des vélos reconditionnés. Par définition, vous ajoutez un intermédiaire. Donc du coup, le prix va prendre de la hauteur en conséquence. Donc l'intérêt devient très relatif à ce moment-là. Comment moi j'ai acquis ce vélo ex-Shotaro Iribe? C'est un peu ce que je viens de vous dire, dans un ordre un peu différent. Ce vélo et l'équipe NTT a été entièrement racheté, enfin les vélos de l'équipe ont été entièrement achetés par Altrix, tiens, comme par hasard, en 2020, après la dissolution de l'équipe NTT qui avait fait juste une entrée et une sortie sur le World Tour. Et du coup, ces vélos étaient tous sur Altric en cadre, uniquement les cadres. Alors moi, c'était une époque où je faisais monter des vélos cadres. Vous avez remarqué ma période des vélos 100% chinois, montage et compagnie. J'en ai fait au moins 3 vidéos sur le sujet qui vous éclairent parfaitement sur les avantages et les limites des vélos copiés. Donc, c'était ma période de montage. J'avais repéré sur le site le cadre en question de Shotaro Iribe en l'occurrence, petite taille en l'occurrence la mienne, exactement, d'ailleurs c'est marrant, le gabarit du gars c'est exactement mon gabarit, les années malheureusement pour moi c'est pas tout à fait pareil, et donc ce vélo m'avait tapé dans l'œil, ce cadre. Je regarde en plus de mémoire, il partait pas facilement, donc les prix étaient en baisse. Paf, finalement, il me passe sous le nez au moment où grand classique. Donc, je laisse ça partir d'un coin de ma mémoire. Je continue mes recherches comme je fais tout à fait régulièrement, constamment, j'ai des veilles. Et un an plus tard, qu'est-ce que je vois apparaître sur Troc Vélo chez un particulier, en l'occurrence un compétiteur, un gars super sympa, président de club, des gars super investis qui vivent vélo pour eux-mêmes et surtout pour les autres, c'est ça qui est formidable. Je vois le cadre de Shotaro Iribe monter, superbement monté en DI2 Shimano, et le gars se met ce vélo en vente. Écoutez, je suis allé vers lui, et puis on a négocié, j'ai négocié dur, j'ai fait ce que j'aime bien faire, prendre un vélo sans roue, pouvoir l'équiper comme je le souhaite, et du coup ce vélo je lui ai acheté. Finalement, pour le coup, à un rapport prix-qualité intéressant, parce que du coup, lui, il avait testé le matériel, soit dit en passant, et gars de confiance, manifestement, le vélo était effectivement en super état, le cadre à l'origine, il avait vraiment peu servi, et lui, qui avait un garage rempli de vélos, tous les plus nickel les uns que les autres, il avait assez peu roulé dessus, donc c'était l'hiver, une bonne période pour les négos, et donc, je lui ai pris ce vélo qui m'a fait un an et demi avant de le revendre. Super matériel, rien à dire. Quand même, un niveau un peu élevé pour le coup, pour répondre à la question euh, vélo de pro, est-ce que c'est bon pour les cyclos? Le BMC SLR1, version 2019, un peu limite quand même. Il fallait vraiment être au top pour pouvoir en profiter. Je referme la parenthèse sur le modèle. Voilà mon aventure avec ce vélo qui était symboliquement, je trouve que c'était c'est un bon souvenir. Et puis, j'ai même tenté de prendre contact avec le coureur qui est retourné en team continental chez Shimano. Mais il m'a pas répondu. Twitter n'a pas bien fait son boulot. Bref, voilà mon expérience et voilà aussi les limites que je crois aujourd'hui atteintes. Et encore, je ne suis pas entré dans les détails sur la mise aux enchères par les équipes de leur vélo sur des sites. Alors, tout passe maintenant par des applis, qui fait que quand on arrive comme ça tout seul devant le truc, vous pouvez, si vous n'avez pas le contact en direct, c'est quasiment, vous pouvez acheter bien sûr, et puis coup de bol, et puis voilà, mais franchement, au niveau rapport qualité-prix, il n'y a plus de miracle du côté des vélos, des équipes pro.
Voilà, Momocyclo, on partage nos expériences. Si vous en avez des bien plus intéressantes que celles que je viens de vous évoquer, alors vous n'hésitez pas, vous y allez, vous, dans vos commentaires, vous nous racontez vos aventures, vélo de pro, vélo d'équipe, vélo de club. Racontez-nous comment ça se passe. À bientôt!